dire de notre être. Alors, une première chose qu'on peut penser, c'est que nous sommes quoi? Notre corps. Il y a très longtemps, on a commencé à chercher où était la source, la localisation de notre être. On a pu croire, à un moment donné, qu'on était ici. La source était là. Ce qu'on appelle, les orientaux appellent le ki, dans le ventre. Pourquoi? Parce que ici, c'est un lieu, le lieu de notre corps, où il y a un impact de certaines émotions, comme la peur, comme la colère. Et puis aussi, il y a des marches orientales, des techniques à la fois de combat oriental, et puis des techniques à la fois aussi de santé, la Qigong, qui exploitent cette énergie donc, du Qi, qu'on ressent ici. Bon, il y a aussi évidemment toute la théorie de la représentation des chakras. Ici, il y a un chakra important. Après, bon, ça, là, on passe, cette fois-ci, je passe au Moyen-Âge, et sous l'influence chrétienne, on a pu donner une importance particulière au cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est aussi un endroit de notre corps où on perçoit des émotions, cette fois-ci, qui sont très positives. La loi, l'amour, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est affectif et romantique, positivement, est ressenti à ce niveau-là. Aussi, on a pu considérer que c'était là le siège profond, intime de notre être, était là, au cœur. Ça a donné lieu, d'ailleurs, ça a donné d'ailleurs beaucoup d'expressions, avoir le cœur, etc. Ce qui veut dire avoir de l'éthique, avoir de l'altruisme, tout ça. Et puis ça a donné lieu aussi à tout ce qu'on appelle le mystique du cœur. Le mystique du cœur, qui a des racines dans le christianisme, mais qui a ensuite d'autres racines. Après cette aventure, il y a eu l'aventure, on va dire, scientifique. L'aventure scientifique, elle est beaucoup plus rationnelle. On recherche beaucoup plus dans la biologie où pourrait se trouver notre être, et bien sûr, aller remonter plus haut, là, dans notre tête. Et pas seulement notre être, mais dans notre cerveau. Donc actuellement, la science, les neurosciences prétendent que nous sommes notre cerveau. En gros, nous sommes notre cerveau. Que nous pensons par notre cerveau, que notre cerveau est conscient et pense. Bien sûr, il y a des thèses adverses. La thèse adverse, c'est comme celle de Marcus Gabriel, c'est de dire que nous sommes dans le cerveau. Alors, qui de une thèse est valable? Parce que bien sûr, il y en a une d'eux qui est fausse. Alors, c'est là qu'on va examiner plusieurs arguments. Pour les premiers arguments, c'est des arguments purement conceptuels, qui vont par exemple considérer que pour que ce test on mette notre cerveau, eh bien il faudrait bien sûr qu'on puisse donc percevoir ce qui se passe dans notre cerveau. On ne perçoit rien du tout. Si on tire notre corps, il faudrait qu'on puisse percevoir ce qu'il y a dans notre corps. On ne perçoit pas du tout ce qui se passe réellement. On a une vision, une perception très superficielle de ce qui se passe, rien du tout pour le cerveau, un peu dans notre corps, parce que évidemment, on va diriger le mouvement d'une façon subtile, à l'aide d'une image superficielle, mais quand même très prégnante. Vous voyez, vous comprenez. Donc, ça me permet de dire que on a cette image, mais cette image est superficielle. On peut pas, par contre, on ne peut pas se prétendre à quelque chose dans une image superficielle. Puis il y a quelque chose en dessous. Quelque chose en dessous, la science nous dit, c'est des cellules, il y en a des milliards et des milliards. On n'a aucune conscience qui se passe dans les cellules. Donc, on ne peut pas prétendre à quelque chose qui a déjà un propriétaire. Identique pour le cerveau. Il faut comprendre comment ça fonctionne, ce truc. Il y a un propriétaire, c'est des milliards et des milliards de cellules, propriétaires de notre corps, des milliards et des milliards. Et chacune de ces cellules, ce sont des cellules, on va dire, des eucaryotes. On dit plein dans le monde, des eucaryotes. C'est la principale classe de cellules du vivant. Il y en a effectivement des minuscules, et puis il y en a des grosses, parce que
Par exemple, le blob est une énorme cellule, mais c'est une seule cellule. Et quand on observe, quand on voit le blob, qu'est-ce qui passe au blob? D'une part, apparemment, il sait penser, il est conscient, il sait apprendre de ses expériences, il sait donc pas seulement apprendre, il sait enseigner aux autres. C'est clair dans ce blob. Pourtant, il n'a pas de cerveau. Il a une cellule. Bon, elle est énorme, il paraît qu'elle a je ne sais plus combien de centaines de sexes, elle se reproduit un petit peu bizarrement, enfin, il y a un truc bizarre. C'est étonnant. Le blob, c'est quelque chose d'une cellule assez étonnante. Plus, il paraît qu'elle pourrait être immortelle. En gros. Ah ouais, c'est sympa, le blob. C'est vraiment un truc étonnant, le blob. Bon, mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, il faut considérer le truc là-bas. Et bien, il pense, il n'a pas de cerveau. Et puis, il n'est pas le seul, hein, parce que quand on observe, sans aller voir tout ce qui se passe dans toutes les bactéries, regardez les plantes. Là, on a un autre corps, pas biologique, mais on a un autre corps qui n'a pas de cerveau et qui pourtant fait un tas de trucs. Alors, tout le monde, les sciences sont de plus en plus inclines à penser que tout organisme vivant pense, est conscient, que c'est quelque chose qui est intrinsèque à sa nature. On ne peut pas être à la fois vivant et devoir être conscient. C'est deux choses avec. Et donc les plantes, il y a plein d'expériences qui montrent qu'apparemment, elle a une réflexion, elle pense, elle communique avec les autres plantes, elle va aider ses enfants. Ses enfants, vous savez, les enfants, c'est à la plante, là, il y a des graines, il y a des graines, ça tombe sur le sol, il y a les petits arbres qui poncent, et puis il y a un autre truc qui s'est passé, on s'est aperçu, c'est qu'un arbre, ben, il peut nourrir sa progéniture. C'est étonnant. Oui, parce qu'on a injecté à l'arbre, ça c'est un béton liquide, nourricier, mais marqué par du carbone 14, d'autres marqueurs physiques. Et à ce moment-là, l'isotope bicarbone, ou l'isotope d'autres, il y en a l'isotope d'hydrogène, d'azote, qu'importe. En tout cas, on a retrouvé le truc, on a retrouvé, vous les avez retrouvés les machins, pas en lui, pas dans l'arbre. On aurait pu penser que l'arbre s'en nourrirait. Mais non, on n'est pas nourri. C'est de la belle nourriture, la belle nourriture. C'est le petit rejeton, petit bout. Le petit arbre qui en fait. Alors celui-là, le petit arbrisseau qui commence à grimper, il a besoin, alors lui, il commence, il est dur. Alors le gros, le papa, ou la maman, comme on l'interprète, il donne au petit arbre. C'est étonnant ça. Bon, il y a d'autres expériences sur les végétaux qui montrent que ce soit donc les plantes elles-mêmes. Je vois dans mon jardin, c'est curieux, je suis curieux de regarder des plantes qui envahissent les autres, qui les tuent, il y a des batailles, des combats, c'est extraordinaire. Hein, ou alors, on a aussi, on appelle ces plantes magnifiques qui singent les insectes pour se faire copuler par les insectes. En fait, le but de tout ça, c'est que le pollen passe d'un endroit à un autre, et puis s'enfronter à son tour. Enfin, c'est compliqué. Des plantes qui vivent en symbiose avec des champignons, des orchidées, là je parle principalement des orchidées, des plantes qui vivent en symbiose avec des champignons qui défendent des autres. Il y a tout un tas de trucs. Et pourquoi c'est fait? Alors bien sûr, on peut dire, ouais, c'est mécanique, mais on peut penser aussi, et penser, c'est qu'en fait, il y a une intelligence qui sans doute n'est pas dans les mêmes trajectoires que notre intelligence, à nous, notre analyse des choses, mais qui s'est accumulée pendant des siècles et des siècles, des millénaires, qui aboutit à ces comportements-là, où on peut trouver une intelligence. Donc tout ça voudrait dire que évidemment, nous ne sommes pas simplement physiques, mais autre chose. Alors qu'est-ce que nous sommes? Maintenant, on va aller un peu plus loin. On se pose la question, mais qu'est-ce donc que nous sommes? Et pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous sommes, on est obligé d'abord de considérer quelles sont nos expériences, quelle est notre expérience fondamentale. Notre expérience fondamentale, ce n'est pas le monde physique, qui est très éloigné de nous-mêmes. Notre expérience fondamentale, elle est intime, c'est ce qu'on appelle une qualia. Ces qualia, ça commence par quoi? Ça commence par prendre l'expérience, l'expérience de conscience, l'expérience
conscience, notre conscience, la conscience de soi. La conscience, en quelque sorte, d'être conscient. Ça, c'est la première compréhension. C'est la l'expérience du cogito ergo sum de Descartes. C'est donc là une première expérience fondamentale. Au-delà, nous percevons, nous avons une part des émotions. Les émotions, ce sont des réactions contraignantes qui vont régir que ce soit donc, nos réussites et nos échecs. Par exemple, si on échoue, ben, on ne va pas se trouver, ça va pas être sympa, donc on va la trouver mal, on va être un peu en colère. Par contre, si on échoue, mais maintenant, si on réussit, c'est l'inverse, ce sera la joie. Et puis on va espérer réussir. Ça, là, c'est un espoir, c'est encore une autre émotion, c'est un espoir. L'espoir se porte sur l'avenir. Sur l'avenir, on peut aussi avoir des craintes. Ça, c'est la peur. On peut avoir crainte que l'avenir ne nous récompense pas. Ça c'est l'inverse encore. Vous voyez, les émotions sont assez structurées de façon assez rationnelle. On reviendra sur les émotions dans notre vidéo. Et simplement pour montrer que les émotions, c'est quelque chose qui existait. Et pareil, les émotions, c'est pas quelque chose de physique non plus. Il n'y a rien qui prouve que dans la matière, les émotions, c'est pas une donnée, on va dire, une grandeur physique. Non, c'est quelque chose de sensible, une qualité sensible qui nous impacte. Et qui nous s'adresse à nous, et dont il faut tenir compte. Sauf si, bien sûr, ce narratif-là fonctionne autrement. Alors, là, encore une troisième chose de ce que nous sommes, c'est des désirs, une intention. On a l'intention de faire des choses. Non, alors d'abord désir, et puis ensuite vouloir, et ensuite faire, et ensuite décider, enfin décider. Alors bien sûr, pour ça, on a aussi besoin de quoi? On a besoin d'un jugement qui nous dise ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est plutôt ça que ça. Alors là, bon, ça c'est pris un peu, on va dire, ce qu'on a déjà en mémoire. Mais dès qu'il y a un problème, alors là, quand on a un problème, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne sais pas, il faut adresser à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est quoi? Une autre complémentaire. Cette complémentaire dit quoi? Elle va essayer de prendre les questionnements qu'on lui propose, que le complémentaire va lui solliciter, et puis elle va essayer de répondre à ce truc. Répondre à la question. Et cette fonction qui répond à cette question, c'est ce que j'appelle la fonction analytique. Alors bien sûr, elle ne fait pas que répondre aux questions, elle fait aussi, elle structure toutes les données qui peuvent venir, les structures de manière qu'elles soient ces données soient compréhensibles par l'ensemble de nos fonctions mentales. Pour ça, il faut qu'elle soit structurée, que ça réponde à certains critères. Deuxième chose, elle va classer tous ces machins, elle va les classer en mémoire. Ça ne va pas non plus les classer n'importe quoi. Elle va les classer de manière qu'elle va pouvoir retrouver ses petits, puis les classer de manière à pouvoir faire, en quelque sorte, dans une pensée qu'on appelle holistique, à prendre en compte tous ces paramètres de manière à faire surgir une solution, une solution qui peut être exploitée par la fonction moteur. Alors évidemment, il y a d'autres fonctions. Là, j'en ai parlé de deux. Il y a la fonction motrice, il y a notre corps, il y a l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie, sinon ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas d'énergie, ça meurt. C'est comme une rivière. S'il n'y a pas d'énergie à rivière, l'eau elle stagne et puis ça ne s'écoule pas. Pour que ça s'écoule, la fluidité, il faut bien que l'énergie fasse tourner la machine.